Papa avait dit, nous avons tous convenu de ne pas acheter de cadeaux cette année. Tandis que ma sœur déballait un tout nouvel iPhone, un sac à main de designer à 5000 $ et une parure de bijoux étincelante, je restais assise là, les mains vides, tandis que tout le monde la regardait ouvrir cadeau après cadeau. Quand j'ai demandé, et moi? Maman a ricané, tu réagis de manière excessive. Nous avons dit, pas de cadeau, point. Ma sœur a ri, certaines personnes ne peuvent tout simplement pas être heureuses pour les autres. Papa m'a jeté une carte cadeau usagée, tiens, voilà 10 $. Arrête de te plaindre. Quand j'ai essayé de parler, ma mère m'a giflé durement, sale gosse ingrate. Ma sœur m'a jeté sa boîte cadeau vide au visage, c'est tout ce que tu mérites. Papa m'a poussé de ma chaise, sors si tu n'es pas contente. J'ai juste hoché la tête, je suis partie sans un mot. Cette nuit-là, j'ai annulé toutes les cartes d'abonnement et tous les paiements à mon nom qui finançaient leur mode de vie. Au matin, mon téléphone affichait 29 appels manqués et 2 policiers se tenaient à ma porte. Nous sommes tous d'accord. Mon père a annoncé un dîner de Thanksgiving, sa voix prenant ce ton particulier qu'il réservait aux proclamations auxquelles il s'attendait à ce que personne ne s'oppose. Pas de cadeau cette année. L'argent est serré pour tout le monde. Ma sœur, Renée, a hoché la tête solennellement de l'autre côté de la table, son mari, Derek, lui serrant la main dans ce qui semblait être un signe de solidarité. Ma mère, Patricia, a tapoté ses yeux avec une serviette, jouant son rôle de matriarche en difficulté à la perfection. Je les ai crus. Pourquoi pas? C'étaient mes parents, ma seule sœur. Nous étions une famille. Alors, quand le matin de Noël est arrivé et que je suis entrée dans le salon de mes parents, ne portant rien d'autre qu'une bouteille de vin et des biscuits faits maison, je m'attendais à trouver l'arbre nu sous ses branches. Au lieu de cela, j'ai trouvé René entouré d'une forteresse de paquets emballés, chacun portant son nom dans l'écriture soignée de ma mère. « Vas-y, ma chérie, a dit Patricia, s'installant dans le fauteuil avec son café. Ouvre le plus grand d'abord. Le plus grand s'est avéré être le dernier iPhone Pro Max, toujours scellé dans sa boîte blanche immaculée. Renée a piaillé comme si elle avait 16 ans au lieu de 32, le tenant en l'air pour que Derek le photographie. Mon père rayonnait de sa position près de la cheminée, les bras croisés avec satisfaction. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, tenant toujours mon vin et mes biscuits, regardant ma sœur déballer paquet après paquet. Un sac à main de créateur que j'avais reconnu de la vitrine du grand magasin que je passais tous les jours en allant au travail. Celui avec une étiquette de prix de 5000 $ qui me faisait rire chaque fois que je le voyais. Une parure de bijoux avec des diamants qui captaient la lumière et répandaient des arcs-en-ciel au plafond. Des pulls en cachemire, du parfum de marque, un forfait spa valant plus que mon loyer mensuel. Et moi? Les mots sont sortis avant que je puisse les retenir. Petit et incertain dans le chaos des cadeaux déballés. La tête de ma mère s'est tournée vers moi, son expression passant de l'adoration chaleureuse à l'irritation froide en un battement de cœur. Tu réagis de manière excessive. Nous avons dit pas de cadeaux cette année. Mais Renée, certaines personnes ne peuvent tout simplement pas être heureuses pour les autres, a interrompu Renée, sans même lever les yeux de la montre en or rose qu'elle attachait à son poignet. C'est en fait vraiment triste si on y pense. Mon père a traversé la pièce en 3 grandes enjambées, sortant quelque chose de sa poche. Il me l'a jeté. Littéralement jeté, et je l'ai attrapé par réflexe. Une carte cadeau pour une chaîne de café, clairement utilisée, les bords usés et le plastique rayé. Il reste environ 10 $ dessus, a-t-il dit. Arrête de te plaindre. Ce n'est pas une question d'argent, ma voix a craqué, et je me suis détestée pour ça. Vous m'avez menti. Vous m'avez dit que nous ne ferions pas de cadeaux, et puis la gifle est venue de nulle part. La paume de ma mère a heurté ma joue si fort que ma vision est devenue blanche pendant une seconde, le claquement résonnant sur les murs. Gamine ingrate, a-t-elle sifflé. Nous t'invitons chez nous, et c'est comme ça que tu te comportes? Avant que je puisse répondre, quelque chose m'a frappé au visage. Renée m'avait jeté une de ses boîtes cadeaux vides, le coin me coupant au sourcil. C'est tout ce que tu mérites, a-t-elle dit, et elle souriait. Vraiment souriante, comme si c'était le plus grand divertissement qu'elle ait eu de toute la matinée. Mon père m'a attrapé le bras et m'a tiré sur le côté.
J'ai perdu l'équilibre, tombant de l'ottoman sur lequel j'étais perché, atterrissant durement sur ma hanche contre le parquet. Sors si tu n'aimes pas ça, a-t-il dit, debout au-dessus de moi. Personne ne te force à être ici. Je suis resté là un instant, les regardant tous les trois, ma mère les mains toujours levées, ma sœur entourée de sa montagne de trésors, le visage de mon père tordu de dégoût. Je me suis levé lentement, j'ai épousseté mes vêtements, j'ai posé mon vin et mes biscuits sur la table d'appoint avec des mains qui tremblaient à peine. D'accord, ai-je dit doucement. D'accord. Et je suis parti. Le trajet de retour à mon appartement a duré 45 minutes, et j'ai passé chaque seconde à penser, pas à pleurer. J'étais au-delà des larmes, juste à penser avec une clarté qui semblait presque surnaturelle. Voici ce que ma famille ne savait pas de moi, ce qu'elle n'avait jamais pris la peine d'apprendre parce que poser des questions sur ma vie ne les avait jamais intéressés. Il y a 3 ans, j'étais une jeune développeuse de logiciels, ayant du mal à joindre les deux bouts. Puis j'ai créé une application pendant mon temps libre, un simple outil de budget qui est devenu viral. En 18 mois, je l'ai vendu à une entreprise technologique pour un montant qui rendait encore mon comptable nerveux. J'ai continué à travailler mon emploi régulier, à vivre dans mon modeste appartement, à conduire ma voiture de 10 ans. Personne dans ma famille n'avait remarqué de changement chez moi parce que personne dans ma famille n'avait jamais vraiment regardé. Ce qu'ils avaient remarqué, c'est que j'étais douée avec l'argent, que j'avais toujours un petit extra, que j'étais si généreuse quand ils avaient besoin d'aide. Au cours des 2 dernières années, j'étais discrètement devenue le fondement invisible de tout leur mode de vie, le paiement du camion de mon père, mon compte, la prime d'assurance maladie de ma mère, ma carte de crédit. Les frais de scolarité de l'école privée des enfants de René, mon virement automatique, l'hypothèque de la maison familiale quand mon père a perdu son emploi le printemps dernier, moi co-signant et couvrant les paiements pendant qu'il se remettait sur pied, les services de streaming. Les abonnements à la salle de sport, le stockage cloud, le forfait câble premium, l'abonnement de livraison d'épicerie, le service d'entretien de la pelouse, tout cela remontait à des comptes et des cartes à mon nom, mis en place lors de diverses urgences au fil des ans. Jamais remis en question, jamais remercié, jamais souvenu. Je suis arrivé dans mon parking à exactement 14h47 le jour de Noël. À 15h15, je m'étais connecté à chaque compte. Mes mains étaient stables alors que je cliquais sur chaque abonnement, chaque paiement automatique, chaque ligne de vie que j'avais inconsciemment jetée à des gens qui me méprisaient. Le compte Netflix que ma mère utilisait chaque soir pour regarder ses émissions de cuisine. Le plan familial Spotify auquel mon père s'était ajouté sans demander. L'abonnement Amazon Prime que René utilisait pour commander tout, de la nourriture pour chiens aux coussins décoratifs, toujours avec une livraison gratuite en 2 jours, gracieuseté de sa sœur invisible. J'ai trouvé des cartes de crédit que j'avais oubliées, des comptes de magasins issus d'urgence qui étaient devenus des fixtures permanentes. Un forfait téléphonique qui incluait non seulement mes parents, mais toute la famille de René, son mari Derek, ses 2 fils adolescents, tous consommant des données sans une seconde pensée sur qui payait. L'abonnement à la salle de sport était particulièrement glaçant. Ma mère m'avait demandé de l'ajouter temporairement après son opération de la hanche il y a 2 ans, affirmant que la thérapie en piscine était essentielle à sa récupération. Les registres montraient qu'elle n'avait visité que 3 fois. Le spa attenant à la salle de sport, cependant, montrait son nom au moins 2 fois par mois. Massage, soins du visage, manucure, tout facturé à l'abonnement que je finançais. À 16h30, tout était annulé. Mais je n'avais pas fini. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai commencé à examiner les transactions. Pas les récentes. Je suis remonté des mois, puis des années. Et ce que j'ai trouvé m'a retourné l'estomac. Il y avait des virements que je n'avais pas autorisés. De petites sommes au début, $50 ici, $100 là, prélevés de mon compte courant vers un numéro de compte inconnu. Les virements avaient commencé il y a près de 2 ans et avaient progressivement augmenté. Le plus récent, daté de seulement 3 jours avant Noël, était de $750. J'ai appelé le service des fraudes de ma banque. La représentante était patiente, professionnelle et profondément préoccupée alors que je lui expliquais ce que j'avais trouvé. « Madame, le compte vers lequel ces virements sont effectués, il est à votre nom », a-t-elle dit.
Un compte courant secondaire ouvert en 2022. Vous ne le reconnaissez pas? Je n'ai jamais ouvert de compte secondaire. Silence à l'autre bout. Alors je vais signaler cela à notre équipe d'enquête sur les fraudes. Ils vous contacteront dans les 48 heures. En attendant, je vous recommande de changer tous vos mots de passe et code PIN. J'ai fait plus que ça. J'ai passé les 3 heures suivantes à fortifier chaque aspect numérique de ma vie, nouveaux mots de passe, authentification à 2 facteurs, questions de sécurité avec des réponses qui n'étaient pas basées sur des informations que ma famille pourrait connaître. J'ai demandé des gels de crédit auprès des 3 bureaux. J'ai mis en place des alertes pour toute activité sur mon numéro de sécurité sociale. La paranoïa semblait justifiée. Quelqu'un me volait. Quelqu'un qui connaissait mes informations intimement. J'avais mes soupçons, mais je les ai mis de côté. Sûrement pas. Sûrement même René n'irait pas si loin. Au moment où j'ai finalement éteint mon téléphone et pris ce bain, il était presque minuit. Le plat thaï était froid, mais toujours délicieux. Le documentaire sur les pingouins était apaisant dans sa simplicité. Des créatures qui ne s'étaient jamais trahies pour des politiques de cadeaux, qui se serraient simplement les unes contre les autres contre le froid parce que la survie exigeait la coopération. Quand j'ai finalement vérifié mon téléphone à 7 heures du matin le lendemain, j'avais 29 appels manqués. Je ne l'ai pas fait par dépit, ou du moins pas entièrement. Je l'ai fait parce que quelque chose s'était finalement brisé en moi. Et j'ai réalisé que je finançais des gens qui me haïssent sincèrement. Des gens qui m'avaient regardé dans les yeux et menti. Des gens qui m'avaient frappé et jeté des choses sur moi et poussé par terre, tout en vivant de ma générosité silencieuse. L'hypothèque était le gros morceau. J'ai appelé la ligne d'urgence des fêtes de la banque et j'ai expliqué que je devais commencer le processus de retrait de ma qualité de cosignataire. La représentante était confuse. Madame, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire par téléphone, mais j'avais des documents prouvant que l'accord initial était basé sur des informations frauduleuses que mon père avait fournies concernant ses revenus. Elle a pris des notes détaillées, signalé le compte pour examen et m'a programmé un rendez-vous urgent avec leur service des fraudes le 27 décembre. Ce n'était pas instantané, mais les rouages étaient en marche. En 3 semaines, après avoir fourni des preuves de la fraude, j'ai été officiellement libéré de l'obligation. Ils auraient 30 jours à partir de ce moment pour refinancer en leur nom ou faire face à des procédures de saisie. J'ai éteint mon téléphone après cela, j'ai pris un bain, commandé de la nourriture thaïlandaise, regardé un documentaire sur les pingouins. Lorsque j'ai finalement vérifié mon téléphone à 7 heures du matin le lendemain, j'avais 29 appels manqués, 14 messages vocaux, 63 SMS. Les notifications continuaient d'arriver même lorsque je les parcourais, chacune plus frénétique que la précédente. Puis la sonnette a retenti. 2 policiers se tenaient dans mon couloir. L'un était jeune, à peine plus âgé que moi, l'air mal à l'aise. L'autre était une femme âgée d'une 50aine d'années, au visage buriné, avec des yeux gentils et une attitude sans fioriture. Madame, nous avons reçu une demande de vérification de bien-être, a dit l'officier plus âgé. Votre famille vous a signalé disparu et potentiellement suicidaire. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je ne suis pas disparu. Je suis là, debout. Et je ne suis pas suicidaire. Je suis probablement la plus heureuse que j'ai été depuis des années. Le jeune officier a déplacé son poids. Ils ont dit que vous aviez coupé leur service public et laissé des messages menaçants. Je n'ai envoyé aucun message à personne. Et j'ai annulé mes propres comptes qu'ils utilisaient sans ma connaissance. J'ai levé mon téléphone, montrant le journal d'appels. 29 appels manqués. Officier, est-ce que cela ressemble à quelqu'un qui est disparu? L'officier plus âgé, son insigne indiquait Martinez, m'a étudié longuement. Voudriez-vous me montrer certains des messages qu'ils prétendent que vous avez envoyés? Je le ferai volontiers, sauf que je n'en ai envoyé aucun. La radio de l'officier Martinez a crépité. Elle a écouté, puis son expression a changé en quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait lire. Madame, seriez-vous prête à venir au poste? Il semble y avoir une certaine confusion concernant la situation. La confusion s'est avérée être ma sœur.
Pendant que je mangeais tranquillement de la nourriture thaïlandaise et apprenais les rituels d'accouplement des pingouins, Renée était occupée. Elle était allée au poste de police et avait déposé une plainte, affirmant que je lui avais volé son identité, accumulé des milliers de dollars de dettes en son nom, puis menacé de révéler des secrets fabriqués sur elle si elle ne me payait pas. Elle avait des documents, des relevés bancaires montrant des comptes à son nom, des comptes que je n'avais jamais ouverts, jamais vus, dont je n'avais aucune connaissance, des factures de cartes de crédit pour des achats que je n'avais jamais faits. Une piste papier si convaincante que le détective qui m'a rencontré a passé les 20 premières minutes à me traiter comme une criminelle. Je ne comprends pas, ne cessais-je de répéter, feuilletant les papiers qu'ils avaient posés devant moi. Ce ne sont pas mes comptes. Ce n'est pas mon écriture. Je n'ai même jamais fait mes courses dans la moitié de ces magasins. Le détective Warren Chen, un homme aux yeux perçants qui semblait avoir tout vu et ne rien croire, s'est penché en arrière sur sa chaise. Votre sœur a fourni les demandes originales. Votre numéro de sécurité sociale, votre signature. Alors elle les a falsifiées. La réalisation se faisait jour lentement, comme l'observation d'un lever de soleil. Je ne m'attendais pas à cela. Elle a falsifié tout ça. C'est une accusation sérieuse. C'est la vérité. Il a fait glisser un autre papier sur la table. Ceci est une déclaration sous serment de votre mère corroborant le récit de votre sœur. Et ceci, un autre papier, est de votre père. Ils racontent tous la même histoire. J'ai fixé les documents. L'écriture soignée de ma mère. La signature serrée de mon père. Tous deux jurant sous serment que je volais Renée depuis des années, que j'étais mentalement instable, que j'avais un historique de manipulation financière. Ils mentent, ai-je dit. Mais même à mes propres oreilles, cela sonnait faible. 3 contre 1. Un front familial uni contre la brebis galeuse. Nous devrons enquêter plus en profondeur, a dit le détective Chen, et son ton avait légèrement changé. Pas sympathique exactement, mais moins hostile. Avez-vous une représentation légale ? Je n'en avais pas, mais je connaissais quelqu'un qui pourrait m'aider. Monica Reyes avait été ma colocataire de collège pendant 3 semestres avant qu'elle ne soit transférée à la faculté de droit. Nous avions perdu le contact au fil des ans, comme les gens le font, mais j'avais vu son nom dans les nouvelles occasionnellement. Elle était devenue procureure, puis avait opté pour la pratique privée, puis s'était fait un nom en représentant les victimes de crimes financiers. Je l'ai appelée depuis le parking du poste de police. Laissez-moi bien comprendre, a-t-elle dit, après que j'ai tout expliqué. Votre famille a annulé Noël pour vous tout en couvrant votre sœur de cadeaux. Puis, lorsque vous avez cessé de payer leurs factures, ils ont déposé de fausses plaintes auprès de la police vous accusant d'usurpation d'identité. C'est la version condensée. Et ils ont des documents qui semblent montrer que vous avez ouvert des comptes frauduleux. Des documents que je n'avais jamais vus avant aujourd'hui. Monica est restée silencieuse un instant. Pouvez-vous venir à mon bureau demain matin ? Tôt, genre 7 heures du matin. Je pourrais. J'y suis allée. Et c'est là que les choses ont commencé à devenir intéressantes. L'enquêtrice de Monica était une femme silencieuse nommée Sandra, qui avait auparavant travaillé pour l'unité des crimes financiers du FBI. Elle a jeté un coup d'œil aux documents fournis par ma famille et a commencé à rire. Amateur, a-t-elle dit, désignant les relevés bancaires. Vous voyez ce numéro de routage ? Il n'existe pas. Ils l'ont inventé. Et cette signature ? Elle a levé la demande censée porter mon écriture. Mauvaise main. C'est écrit par quelqu'un de droitier essayant d'imiter un gaucher. Vous êtes gauchère, n'est-ce pas ? J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Votre sœur est droitière. Je parie qu'elle a créé cela elle-même, probablement au cours des dernières 48 heures. Sandra a étalé les papiers sur la table de conférence. Le type de papier est faux aussi. Cela est censé dater de 2019, mais ce grammage spécifique de papier n'a été fabriqué qu'en 2022. Heure des amateurs. Monica était déjà au téléphone, son expression féroce. J'appelle Chen. Cela doit être enregistré avant qu'ils n'aient une chance de corriger leurs erreurs. En moins de 2 heures, l'enquête avait complètement basculé.
Le détective Chen est venu personnellement au bureau de Monica, le visage tendu d'une colère contenue. Il n'aimait pas être dupé. Nous avons exécuté un mandat de perquisition au domicile de votre sœur ce matin, a-t-il dit. Nous avons trouvé une imprimante avec le même type de papier, des formulaires de demande vierges de plusieurs banques, et un fichier sur son ordinateur intitulé « Plan B. » Plan B, ai-je demandé. Il a sorti son téléphone et m'a montré une capture d'écran. C'est un plan détaillé sur la façon de vous piéger pour usurpation d'identité. Elle a commencé à l'écrire il y a 6 mois. 6 mois ? Un semestre entier à planifier ma destruction alors que je payais l'éducation de ses enfants, couvrais son abonnement à la salle de sport et veillais à ce que ses services de streaming ne s'interrompent jamais. Il y a plus, a poursuivi Chen. Nous avons également trouvé des preuves d'une réelle usurpation d'identité. Mais pas par vous. Mon estomac s'est noué. Que voulez-vous dire ? Votre sœur a ouvert des comptes à votre nom au cours des 4 dernières années. Carte de crédit, prêt personnel, une deuxième hypothèque sur une propriété que vous possédez apparemment au Nevada. Je ne possède pas de propriété au Nevada. Vous en possédez une maintenant, ou vous en possédiez une jusqu'à ce qu'elle soit saisie il y a 3 mois. La dette, environ 340 000 $, est actuellement en recouvrement sous votre nom et votre numéro de sécurité sociale. Il a marqué une pause. Vous auriez également dû recevoir des avis de l'IRS. Elle a déposé des déclarations de revenus vous déclarant comme personne à charge pendant 2 ans consécutifs. J'ai repensé à ces lettres confuses que j'avais reçues de l'IRS il y a 18 mois. J'avais supposé qu'il s'agissait d'erreurs. Mon comptable avait même répondu en expliquant que je déclarais mes revenus de manière indépendante. L'IRS avait finalement envoyé une lettre de résolution et je l'avais classée sans trop y penser. Maintenant, je réalisais que René avait dû abandonner le stratagème fiscal après avoir été repéré, se tournant vers des méthodes moins susceptibles de déclencher un examen automatique du gouvernement. La pièce a basculé. J'ai saisi le bord de la table pour me stabiliser. Elle me volait, ai-je dit lentement, alors que je subvenais aux besoins de toute sa famille. Il semble que oui. L'expression du détective Chen était illisible. Il y a une dernière chose. Vos parents, nous les avons interrogés séparément ce matin. Sous pression, votre père a admis que les déclarations sous serment qu'ils avaient fournies avaient été écrites par votre sœur. Ils ont signé sans les lire. Ils ont signé de fausses déclarations sans les lire ? Ils ont affirmé qu'ils lui faisaient confiance. Qu'ils n'avaient aucune idée de ce que disaient réellement les documents. Il a fait une pause. C'est toujours un parjure, mais leur défense sera qu'ils ont été manipulés par votre sœur. Le procureur devra décider comment procéder. Monica s'est penchée en avant. Et René ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle a immédiatement pris un avocat. Elle n'a pas dit un mot depuis que nous l'avons amenée. Chen s'est levé, rangeant son téléphone. Je voulais vous présenter mes excuses personnellement. Quand votre famille est venue hier, ils étaient convaincants. Unis. J'aurais dû enquêter plus en profondeur avant de vous traiter comme un suspect. J'ai accepté ces excuses, mais quelque chose me tracassait. Un détail de la nuit précédente qui semblait soudain important. Détective Chen, ces transferts non autorisés dont j'ai parlé depuis mon compte bancaire, ceux qui allaient vers un compte que je n'avais pas ouvert. Votre enquête a-t-elle trouvé quelque chose à ce sujet ? Il a fait une pause à la porte. Quel transfert ? J'ai expliqué ce que j'avais découvert en annulant mes comptes. Le compte courant secondaire à mon nom, le siphonnage constant de fonds sur près de 2 ans. Son expression est passée de curieuse à sombre. Donnez-moi le numéro de compte, a-t-il dit, sortant son carnet. Nous l'ajouterons à l'enquête. 3 jours plus tard, Sandra m'a appelé avec une nouvelle qui m'a fait tourner la tête. Le compte secondaire a été ouvert dans une succursale de la ville de vos parents, a-t-elle dit. La signature sur la demande correspond à l'écriture de votre sœur, la même personne qui a falsifié ses documents de prêt. Mais voici où cela devient intéressant. Le compte a été utilisé comme un passe-plat. Qu'est-ce que cela signifie ? L'argent est arrivé de votre compte principal, puis a été immédiatement transféré vers plusieurs autres comptes. Certains appartenant à votre sœur, d'autres à vos parents,
à un compte professionnel enregistré au nom de votre beau-frère, Derek. Je me suis assise lourdement sur mon canapé. Ils étaient tous de mèche. Il semble que oui. Votre père a reçu des virements mensuels d'environ $400. Votre mère en a reçu un peu moins. L'entreprise de construction de Derek a reçu des paiements irréguliers, probablement chaque fois qu'ils avaient besoin de combler des lacunes de trésorerie. Toute ma famille me volait systématiquement. Pas seulement René avec ses stratagèmes élaborés, mais tous ensemble, prenant ce qu'ils voulaient tout en me traitant comme un inconvénient lors des réunions de famille. Il y a une dernière chose, a continué Sandra, sa voix prudente. Nous avons retracé certaines des dépenses des cartes de crédit frauduleuses de votre sœur. Des achats importants dans des bijouteries, des magasins d'électronique, des grands magasins haut de gamme. Les dates et les montants correspondent exactement aux cadeaux qu'elle a reçus le matin de Noël. L'iPhone, le sac à main de créateur, la parure de bijoux. Chaque cadeau que mes parents avaient offert à René pendant que je restais les mains vides. Ils avaient été achetés avec mon argent volé. Ils ne m'avaient pas seulement exclu de Noël. Ils m'avaient utilisé pour le financer. Le poids de tout cela m'a écrasé. 4 ans. René me volait depuis 4 ans, construisant une vie financière parallèle en mon nom pendant que j'étais totalement ignorante. Et mes parents l'avaient aidé à déposer de faux rapports, l'avaient soutenu sans poser de questions, l'avaient choisi plutôt que moi avec la même cruauté désinvolte qu'ils avaient montré le matin de Noël. Les cartes cadeaux usagées semblaient soudain presque pittoresques. Les 3 semaines suivantes furent un flou de déposition, de comptabilité légale et de nuits blanches. Monica a réuni une équipe qui a travaillé pendant les fêtes, reconstituant l'ampleur totale de la fraude de René. La propriété du Nevada s'est avérée n'être que la pointe de l'iceberg. Elle avait ouvert 17 comptes de crédit à mon nom, contracté 2 prêts personnels et même déposé de fausses déclarations de revenus me déclarant comme personne à charge alors que je remplissais mes propres déclarations de manière indépendante. L'IRS était désormais impliqué, et leurs enquêteurs avaient découvert un schéma de fraude remontant à nos 20 ans. Elle a commencé petit il y a environ 4 ans, a expliqué Sandra, présentant une chronologie sur la table de conférence de Monica. Une carte de crédit ici, un compte de magasin là. Elle faisait des paiements minimums, gardait tout à jour, donc rien n'apparaissait jamais comme défaillant sur votre rapport de crédit. Au moment où elle est passée à des montants plus importants, elle avait établi un schéma qui semblait légitime. Comment n'ai-je jamais remarqué? Vous avez beaucoup déménagé après le collège. Différentes adresses, différentes villes. Elle faisait envoyer le courrier à des boîtes postales qu'elle contrôlait. Vous n'en avez probablement jamais rien vu. J'ai pensé à ces années-là. Des emplois de débutants dans 3 États différents, de minuscules appartements avec des colocataires qui allaient et venaient. L'existence nomade de quelqu'un dans la vingtaine essayant de comprendre la vie. Tout cela pendant que ma sœur construisait tranquillement un empire financier de mensonges dans mon ombre. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Le sourire de Monica était tranchant. Maintenant, nous passons à l'offensive. Les accusations criminelles contre René étaient nombreuses, usurpation d'identité, fraude bancaire, fraude électronique, falsification, parjure, évasion fiscale. Elle risquait des décennies de prison si elle était reconnue coupable de tous les chefs d'accusation. Mais cela ne me suffisait pas. Monica a déposé une plainte civile pour dommages et intérêts, non seulement pour l'argent que René avait volé, mais aussi pour les années de manipulation émotionnelle, l'humiliation de Noël, la tentative de me piéger lorsque son château de cartes a commencé à s'effondrer. Nous avons désigné mes parents comme co-accusés, arguant qu'ils avaient été complices des abus et de la fraude. Leur réponse a été prévisible. Ils ont entièrement blâmé René, ont affirmé qu'ils étaient des victimes aussi, m'ont supplié de retirer la plainte et de garder cela privé pour le bien de la famille. J'ai refusé. La déposition était prévue un jeudi fin janvier. Je suis arrivée à la salle de conférence m'attendant à une journée éprouvante d'avocats et d'accusations. J'ai eu quelque chose de très différent. La nuit précédente, j'avais à peine dormi. Monica m'avait minutieusement préparé, me guidant à travers les questions potentielles, me coachant sur la façon de rester calme face aux mensonges, me rappelant que mon seul travail était de dire la vérité et de laisser les preuves parler d'elles-mêmes.
Votre famille va essayer de vous provoquer, m'a-t-elle averti lors de notre dernière séance de préparation. Ils veulent que vous soyez émotive. Ils veulent que vous paraissiez instable, vindicative, irrationnelle. La meilleure chose à faire est de rester mesurée. Facile à dire pour elle. Elle n'avait pas été giflée le matin de Noël. J'ai porté ma tenue la plus professionnelle à la déposition. Un blazer bleu marine, une blouse simple, des bijoux minimalistes. Je voulais avoir l'air de quelqu'un qui a sa vie en main, quelqu'un de crédible, quelqu'un qu'un jury croirait. La salle de conférence du cabinet de Monica était grande et intimidante, avec des fenêtres allant du sol au plafond donnant sur le centre-ville. Une sténographe était assise dans un coin, les doigts posés sur sa machine à sténographie. 2 caméras vidéo avaient été installées pour tout enregistrer. Ma mère est entrée la première, paraissant 10 ans plus vieille que le jour de Noël. Mon père a suivi, incapable de me regarder dans les yeux. Et puis est venue Renée, escortée par un huissier car elle était en liberté sous caution et portait un bracelet électronique. Mais il y avait quelqu'un d'autre, une 4e personne que je ne reconnaissais pas. Une femme d'une 60aine d'années aux cheveux argentés et à la posture droite comme un piquet, qui regardait ma famille avec une expression de pur mépris. « Qui est-ce » ai-je chuchoté à Monica. « C'est Margaret Lawson » a chuchoté Monica en retour. « C'est l'avocate immobilière de Renée. » Où elle l'était. Elle est venue nous voir il y a 3 jours avec des informations intéressantes. Margaret Lawson, il s'est avéré, avait aidé Renée à gérer la propriété du Nevada, celle qui avait été saisie. Elle croyait, comme tout le monde, que la propriété appartenait légitimement à Renée. Quand elle a découvert la vérité, elle a fait ses propres recherches. Votre sœur a acheté cette propriété en utilisant des fonds détournés de son employeur, a annoncé Margaret à la pièce, sa voix ferme et claire. J'ai des documents montrant qu'elle a détourné près d'1 demi-million de dollars de l'organisation à but non lucratif pour enfants où elle travaillait comme directrice financière sur une période de 3 ans. Le silence qui a suivi fut assourdissant. L'avocat de Renée s'est opposé. Mon père a émis un son étranglé. Ma mère a fondu en larmes. Et Renée. Renée m'a regardé avec une expression de haine si pure que j'ai finalement compris que cela n'avait jamais été une question d'argent. Il s'agissait de me détruire, de s'assurer que je restais petite, reconnaissante et inférieure à elle, de me punir d'exister. Je savais, a-t-elle dit soudainement, ignorant les tentatives de son avocat de la faire taire. Je savais pour ton application, pour l'argent. J'ai découvert il y a 2 ans, et je me suis dit, pourquoi elle a ça ? Pourquoi elle doit réussir alors que c'est moi qui compte ? C'est moi que maman et papa aiment. C'est moi qui leur ai donné des petits-enfants. Et toi ? Tu obtiens des millions de dollars pour avoir fait un truc stupide avec un téléphone. Renée, arrête de parler, a sifflé son avocat. Elle a toujours été la préférée, a continué Renée, se tournant vers nos parents. Même si vous faisiez semblant du contraire. Vous étiez toujours plus dur avec moi. Attendez toujours plus de moi parce qu'elle était le bébé, la précieuse petite idée après coup. Et quand elle est devenue riche ? Je savais. Je savais que vous réalisiez que vous aviez misé sur le mauvais cheval. Alors, je me suis assurée qu'elle ne puisse rien avoir. Je me suis assurée qu'elle serait trop occupée à gérer ses propres problèmes pour jamais comprendre ce que j'avais fait. Ma mère sanglotait maintenant. Mon père restait immobile, le visage gris. Tu t'es ruiné, ai-je dit calmement. Je n'aurais jamais rien découvert. Tu aurais pu continuer pour toujours si tu m'avais juste laissé tranquille à Noël. Le rire de Renée était amer. C'est ça le plus drôle, n'est-ce pas ? Tout ça parce que je ne pouvais pas te laisser t'asseoir là et agir comme si tu méritais d'être traité de la même manière que moi. Le procès pénal a duré 3 semaines. Renée a été reconnue coupable de tous les chefs d'accusation. Le juge l'a condamnée à 12 ans de prison, citant l'étendue de ses crimes, la trahison de l'organisation à but non lucratif qu'elle avait volée et son manque total de remords. J'ai assisté à chaque jour du procès. Non pas par vengeance, bien que je ne ferais pas semblant que cela n'en faisait pas partie, mais parce que j'avais besoin de comprendre. J'avais besoin d'entendre l'histoire complète exposée en détails cliniques, dépouillée de la loyauté familiale et des souvenirs d'enfance.
L'accusation a dépeint une femme consumée par la jalousie et le sentiment de droit. Des témoins de l'organisation à but non lucratif ont décrit comment René avait cultivé une image de dévouement désintéressé tout en pillant systématiquement leurs comptes. D'anciens collègues ont témoigné de ses goûts coûteux, de son besoin constant de validation, de sa colère explosive lorsqu'elle était interrogée sur des divergences dans les livres. Une témoin, une jeune femme qui avait travaillé comme assistante de René, a fondu en larmes à la barre. Elle a décrit comment René l'avait blâmée pour des fonds manquants, l'avait presque fait renvoyer, l'avait fait douter de sa propre santé mentale avec un éclairage de gaz constant. Elle m'a fait croire que je devenais folle, a dit l'assistante, sa voix tremblante. Chaque fois que de l'argent disparaissait, elle avait une explication qui faisait en sorte que c'était de ma faute. J'ai failli abandonner la comptabilité tout court. Je pensais que je n'étais pas capable de faire le travail. Je reconnaissais ce sentiment, l'incertitude constante, la façon dont René pouvait vous faire douter de vos propres perceptions, de votre propre mémoire, de votre propre valeur. La défense a tenté de dépeindre René comme une victime de maladie mentale. Une femme submergée par la pression de maintenir les apparences. Son avocat a fait venir un psychiatre qui a témoigné sur le trouble de la personnalité narcissique, sur le besoin compulsif d'admiration, sur la façon dont les personnes atteintes de telles affections ne peuvent souvent pas reconnaître le mal qu'elles causent. Cela n'a pas aidé. Le jury a délibéré moins de 4 heures avant de rendre des verdicts de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Lors de la condamnation, René a été autorisée à faire une déclaration. Elle s'est tenue devant le juge dans sa combinaison orange, les mains menottées devant elle, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle pourrait enfin montrer un véritable remords. Au lieu de cela, elle s'est tournée et m'a regardé directement. « J'espère que tu es heureuse, a-t-elle dit, sa voix monocorde. Tu as eu tout ce que tu voulais. L'argent, l'attention, la satisfaction de voir ta propre sœur détruite. J'espère que ça en valait la peine. » Le juge l'a interrompue avant qu'elle ne puisse continuer, mais le mal était fait. Même face à 12 ans de prison, René ne pouvait se voir que comme la victime. Mes parents ont plaidé coupable de parjure en échange d'une mise à l'épreuve et de travaux d'intérêt général. Ils ont évité la prison, mais les conditions de leur accord incluaient l'interdiction de me contacter à moins que je n'en prenne l'initiative. Derek, mon beau-frère, a fait face à son propre jugement. Une fois que les enquêteurs ont commencé à tirer les fils de son implication, ils ont découvert que son entreprise de construction fonctionnait avec des prêts frauduleux depuis des années. Des prêts contractés à l'aide de documents falsifiés, d'évaluations de biens immobiliers gonflés, et dans au moins 2 cas, de mon identité volée. Il a plaidé coupable de fraude bancaire et a reçu 3 ans de prison fédérale, moins que René, mais suffisant pour détruire tout ce qu'il avait construit. Leurs fils, mes neveux, sont allés vivre chez les parents de Derek. J'ai ressenti une véritable tristesse pour eux. Ils avaient 15 et 12 ans, pris dans les décombres des choix de leurs parents, forcés de reconstruire leur vie autour du cratère que leur mère et leur père avaient créé. J'ai envisagé de les contacter, d'offrir un certain soutien, mais Monica m'a conseillé de ne pas le faire. Donnez-leur du temps, a-t-elle dit. Pour l'instant, on leur a raconté une version des faits qui vous dépeint comme la méchante. Cela pourrait changer à mesure qu'ils grandiront et apprendront la vérité. Ou pas. Mais s'immiscer dans leur vie maintenant ne ferait que causer plus de dégâts. Elle avait raison. Je détestais qu'elle ait raison, mais c'était le cas. Le procès civil a été réglé à l'amiable. Les biens de René, y compris les sacs de créateurs et les bijoux de Noël, qui se sont avérés avoir été achetés avec des fonds détournés, ont été liquidés pour payer une restitution à l'organisation à but non lucratif et des dommages et intérêts à moi. Mes parents ont perdu la maison. L'hypothèque qu'ils ne pouvaient pas refinancer eux-mêmes est passée en saisie. La dernière fois que j'ai eu de leurs nouvelles, ils vivaient chez le frère de mon père dans un appartement de 2 chambres à l'autre bout de l'État. 6 mois après le procès, j'ai reçu une lettre. Elle venait de ma mère, écrite à la main sur du papier ordinaire, sans adresse de retour. Elle a dû demander à quelqu'un d'autre de l'envoyer pour contourner l'interdiction de contact. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir. Mais la curiosité a gagné. « Je n'attends pas que tu me pardonnes », a-t-elle écrit.
Je ne suis même pas sûre de mériter le pardon, mais je dois te dire que j'ai suivi une thérapie, et je commence à comprendre des choses que je refusais de voir auparavant. Renée était malade. Pas d'une manière qui excuse ce qu'elle a fait, mais d'une manière qui l'explique. Elle était jalouse de toi depuis le jour de ta naissance. Jalouse que tu sois plus petite, plus jolie et plus facile. Je le savais, et au lieu d'y faire face, j'ai surcompensé. Je lui ai donné plus d'attention, plus de louanges, plus de tout. Essayant de compenser des sentiments que je ne pouvais pas contrôler. Et toi? Tu étais si indépendante, si autonome. Tu ne semblais jamais avoir besoin de nous comme elle. Alors? Nous avons cessé d'essayer. Nous avons cessé de te voir comme quelqu'un qui méritait des soins et avons commencé à te voir comme quelqu'un qui pouvait prendre soin d'elle-même. Ce Noël où nous avons convenu de ne pas faire de cadeaux. C'était l'idée de Renée. Elle voulait te voir souffrir. Elle voulait te voir réaliser que tu étais en dehors de la famille. Et nous avons accepté parce que nous avons toujours accepté ce que Renée voulait. Quand tu es parti sans pleurer? Sans te battre, sans lui donner la satisfaction qu'elle voulait, c'est là qu'elle a décidé de te détruire. Et nous l'avons laissé essayer. Je ne demande rien. J'avais juste besoin que tu saches que je le vois maintenant. Je vois tout. Et je suis désolée. J'ai lu la lettre 2 fois. Puis je l'ai pliée, l'ai rangée dans le tiroir et j'ai continué ma vie. Pendant un temps, continuer ma vie a signifié une thérapie intensive. Non pas parce que je m'écroulais, bien que certains jours s'en approchaient, mais parce que j'avais besoin d'aide pour digérer ce qui s'était passé. La docteure Simons, ma thérapeute, était spécialisée dans l'éloignement familial et les abus financiers. Elle m'a aidé à comprendre que ce que j'avais vécu avait un nom, le bouc émissaire. Dans les systèmes familiaux dysfonctionnels, il y a souvent un enfant d'or et un bouc émissaire, a-t-elle expliqué lors d'une de nos premières séances. L'enfant d'or ne peut rien faire de mal. Le bouc émissaire porte tout le blâme, toutes les projections négatives de la famille. Il ne s'agit pas de qui vous êtes réellement. Il s'agit du rôle qui vous a été assigné. Mais pourquoi moi, ai-je demandé. Renée et moi étions toutes les deux leurs enfants. Pourquoi l'ont-ils choisi? C'est rarement un choix conscient. Parfois, c'est l'ordre de naissance. Parfois, c'est la personnalité. Parfois, c'est complètement arbitraire. Ce qui compte, ce n'est pas pourquoi ils l'ont fait. C'est de reconnaître que cela n'a jamais réellement été une question de vous. Vous avez été projeté dans un rôle avant d'être assez âgé pour comprendre ce qui se passait. Ce recadrage m'a aidé. Tout comme la réalisation que je n'étais pas seule. La docteure Simons m'a mise en contact avec un groupe de soutien pour adultes éloignés de leur famille. Et entendre les histoires des autres, certaines remarquablement similaires aux miennes, d'autres très différentes, mais avec les mêmes dynamiques sous-jacentes, m'a fait me sentir moins comme une anormale et plus comme une survivante. Je me suis également jetée dans le travail. Pas le genre de développement d'application. Ce chapitre s'était clos lorsque j'ai vendu ma création, mais quelque chose de nouveau, quelque chose de significatif. J'ai commencé à faire du bénévolat dans une organisation à but non lucratif qui aidait les victimes d'abus financiers à naviguer dans le système juridique. Le travail était exigeant émotionnellement mais profondément gratifiant. Chaque fois que j'aidais quelqu'un à comprendre qu'il n'était pas fou, qu'il n'avait pas imaginé la manipulation, qu'il méritait de retrouver son indépendance financière, je me sentais un peu plus guérie. Monica a suggéré que j'envisage de retourner à l'école pour des études en travail social ou en conseil. L'idée m'a séduite, mais je n'étais pas prête à m'engager à long terme. Pour l'instant, le bénévolat suffisait. 1 an plus tard, je dînais avec Monica pour célébrer l'anniversaire de notre victoire. Elle était devenue une véritable amie à ce moment-là, l'une des rares personnes qui connaissait toute l'histoire et choisissait toujours d'être dans ma vie. Penses-tu parfois à les contacter, a-t-elle demandé au dessert. Tes parents, je veux dire. J'ai parfois réfléchi à la question. Mais ensuite je me suis souvenu qu'ils savaient. Peut-être pas les détails, mais ils savaient que quelque chose n'allait pas dans la façon dont ils me traitaient et ils ont choisi de continuer à le faire quand même. Ce n'est pas quelque chose que je peux arranger pour eux. Et Renée? Elle est à 3 ans d'une peine de 12 ans.
Elle m'a envoyé une lettre il y a 6 mois me demandant si je mettrais de l'argent sur son compte de cantine. J'ai pris une gorgée de café. Je n'ai pas répondu. Monica a secoué la tête. L'audace. C'est Renée. Elle mourra probablement en croyant qu'elle était la victime dans tout ça. Nous avons terminé notre dessert dans un silence confortable. Par les fenêtres du restaurant, la ville scintillait de lumière, pleine de gens vivant leur propre vie compliquée. Vous savez ce qui est étrange, ai-je dit finalement. Je ne les déteste pas. Aucun d'eux. J'en ai juste fini. Ce sont des personnages d'un livre que j'ai fini de lire. L'histoire est terminée. Monica a levé son verre aux histoires terminées et au nouveau chapitre. J'ai clinqué mon verre contre le sien au nouveau chapitre. Je partage cette histoire maintenant parce que je reçois parfois des messages de personnes qui ont lu l'affaire ou qui connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ils veulent des conseils. Ils veulent savoir comment j'ai survécu, comment j'ai tourné la page, comment j'ai cessé de laisser la cruauté de ma famille me définir. La réponse honnête est que je n'ai rien fait de spécial. J'ai juste cessé de faire semblant que les choses allaient bien quand ce n'était pas le cas. J'ai cessé d'accepter un traitement que je n'accepterais pas d'un étranger. J'ai cessé de croire que le lien de sang signifiait la loyauté partagée. Et quand ils ont essayé de me détruire, je n'ai pas riposté avec colère, des plans de vengeance ou des stratagèmes élaborés. J'ai juste reculé et les ai laissés se détruire eux-mêmes. Parfois, c'est tout ce que la justice exige, sortir du chemin de l'autodestruction de quelqu'un d'autre. Si cette histoire résonne en vous, je veux que vous sachiez que votre valeur n'est pas déterminée par la façon dont votre famille vous traite. Certaines personnes reçoivent des parents qui les aiment inconditionnellement, et certaines personnes doivent construire leur propre famille à partir de zéro, à partir d'amis, de communautés choisies et de la gentillesse d'étrangers qui deviennent quelque chose de plus. Les deux chemins peuvent mener au bonheur. La seule chose qui compte est que vous cessiez d'accepter la cruauté comme prix de l'appartenance. Vous méritez mieux. Vous avez toujours mérité mieux. Et un jour, quand vous y croirez enfin, les personnes qui ont essayé de vous convaincre du contraire perdront tout leur pouvoir.